En l'année 1800, au cours de sa campagne d'Égypte, le général Bonaparte se découvre un nouvel ennemi, le cannabis. En fumant cette herbe, les hommes sont pris d'une étonnante ivresse. En Égypte, Napoléon a proscrit la vente et l'usage, c'est la première réglementation occidentale sur le cannabis. L'ordonnance promet 3 mois de prison aux producteurs et aux propriétaires de fumoirs. Ironie de l'histoire, les troupes de Bonaparte vont rapporter en France du cannabis et le rendre populaire. Edmond de Letrange est historien et collectionneur. Pas un article, pas une affiche concernant les psychotropes ne passe au travers de ses mailles. Sa bibliothèque recèle toutes les études sur le cannabis publiées au retour d'Égypte. Elles sont nombreuses, il faut dire qu'à l'époque, le sujet passionne les salons parisiens et les laboratoires. Le cannabis semble prometteur pour soigner les pathologies mentales. Et parmi les chercheurs subjugués par ses vertus, 2 médecins. Les docteurs Robert Roche et Moreau de Tours, donc enthousiasmés par les vertus de cette plante qu'ils ont testée sur eux, décident d'en faire connaître les délices à leurs amis. Mon cher Théophile, il se prend du hashish chez moi lundi prochain 3 octobre. Veux-tu en être? Dans ce cas, arrive entre 6 et 7 euros plus tard, il se dépensera entre 3 et 5 francs par tête. Le club des hashichiens prend ses quartiers dans le superbe appartement du peintre Fernand Boissard, sur l'île Saint-Louis, où les plus grands artistes de l'époque se retrouvent sous ses lambris dorés. Baudelaire, Gautier, Nerval, Balzac, Delacroix sont passés à des soirées, des curieuses soirées qu'il appelait des fantasias, où l'on consommait du hashish, plus exactement sous le nom de dawamesque, donc qui était l'extrait gras du cannabis mélangé à du beurre et différents épices et aromates. Et ils passaient la soirée à rêver, à rire, à s'amuser, à délirer sur les peintures et sur les perspectives. Dans l'hôtel de Lausanne, les invités hallucinent. Cette plante n'avait pas du tout cette image sulfureuse qu'elle peut avoir de nos jours. C'était une plante qui évoquait l'Orient et ses lascivités, les harems, Constantinople, l'Égypte. De nombreux peintres orientalistes ont parsemé leurs toiles de fumeuses alanguies, fumant le narguilé, à moitié nues. Il y a une véritable vogue du décor oriental. Et donc le cannabis était cette plante qui introduisait et facilitait ce passage vers un Orient un peu imaginaire et mythique. L'État français, lui, a les pieds bien sur terre. Dans ses possessions d'Afrique du Nord, il instaure des taxes sur le cannabis. Il en monopolise le commerce grâce aux régies du tabac et du kiff. Ces régies, principalement en Tunisie et au Maroc, ont perduré jusqu'à quelques années avant l'indépendance, dans les années 53-54. De l'autre côté de l'océan, le cannabis est appelé marijuana, une plante très appréciée au Mexique. L'une des plus célèbres chansons du folklore national, la cucaracha, en vante les mérites. Et les travailleurs mexicains vont la populariser aux États-Unis quand ils iront y vendre leur bras. Sur les chantiers, la marijuana se partage avec les Noirs. C'est l'époque bénie du jazz. Louis Armstrong le proclame, mieux vaut fumer de l'herbe que boire un whisky. Cab Calloway, lui, électrise les clubs de Harlem en chantant Reefer Man, l'homme pétard. Avec le jazz, de plus en plus d'Américains blancs tombent sous le charme de cette herbe étrange. Une menace intolérable pour Harry Anslinger, le patron du tout nouveau bureau fédéral des narcotiques. Avec la fin de la prohibition de l'alcool, il mobilise ses hommes sur un nouveau danger, la marijuana. Accusé d'inciter à la violence plus que n'importe quelle drogue dans l'histoire de l'humanité. Une croisade anti-marijuana est lancée. Avec le soutien de Randolph Hearst, le magnat de la presse, le pays est inondé d'articles sur ce nouveau fléau.
la campagne médiatique s'appuie sur les thèses racistes de l'époque. L'idéal d'une Amérique blanche et vertueuse est menacé par cette herbe étrangère. Pour le Bureau des narcotiques, la moitié des crimes attribués aux communautés noires et hispaniques l'a été sous l'emprise de cette drogue. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Hollywood est sollicité. Les films ne font pas vraiment dans la nuance. En 1936, le film Reefer Madness, en français L'herbe de la folie, est sans ambiguïté. Le cannabis incite au meurtre. You wanna kill me? You're crazy. Take it easy, kid. Malgré cette véritable propagande anti-cannabis, les Américains en consomment de plus en plus, quelle que soit leur couleur de peau. Les autorités réagissent. En 1937, une loi impose une taxe exorbitante sur tous les acteurs de la filière du cannabis. En cas d'infraction, les peines de prison sont très lourdes. La culture du chanvre est frappée de plein fouet. Jusque-là, cette plante poussait un peu partout dans le pays. Ses fibres alimentaient les papeteries et l'industrie textile. Une concurrence gênante pour des technologies nouvelles comme celle des fibres synthétiques. Hasard ou coïncidence, la diabolisation du chanvre a fait l'affaire et la fortune des grands industriels comme Dupont de Nemours. Après la Seconde Guerre mondiale, les tenants de la prohibition étendent leur croisade au monde entier. À Paris, les centaines d'affiches, les milliers de livres que possède Edmond de l'Étrange revisitent l'histoire d'une alerte planétaire. Les films sont belges, mexicains, argentins. Hollywood fait des émules et les stars sont priées de donner l'exemple. Il y a eu des acteurs de cinéma et le plus célèbre d'entre eux, Robert Mitchum. Ouais. Donc il s'est fait arrêter en 1948 avec une petite starlette pour possession de marijuana. La starlette a été condamnée à faire un film de propagande anti-marijuana. Et lui, il a dû faire 2 mois de prison, mais dans une ferme, donc modèle, dans le Kentucky, où il a passé son temps à balayer la cour de la ferme. La campagne anti-cannabis s'étend des montagnes de l'Atlas aux rives du Bosphore, de New Delhi à Buenos Aires. « 1961, le monde est en pleine guerre froide. Aux États-Unis, l'ennemi, c'est le communisme. Et le Bureau fédéral des narcotiques va changer de discours. Son patron, l'inébranlable Henry Anslinger, affirme que le cannabis ne rend ni fou, ni meurtrier, mais c'est plus grave. La marijuana mène au lavage de cerveau, au pacifisme et au communisme. Sur pression américaine, la Convention unie sur les stupéfiants en 1961 prohibe le cannabis dans le monde entier. Le texte est approuvé par 183 pays, dont la France. Dans les années 60, beaucoup de jeunes décident d'ignorer les conventions et les interdictions. Ce sont les années du Flower Power. Sur le campus, dans les communautés, le cannabis est un mode de vie. Fumer de l'herbe devient un acte politique. Une révolte contre la société de consommation. En France, après mai 68, l'heure est à la reprise en main. La loi du 31 décembre 1970 renforce la lutte contre les stupéfiants. Les pouvoirs de la police et du parquet sont étendus. Les perquisitions sont autorisées jour et nuit chez les particuliers. La durée de la garde à vue est doublée. Et les peines de prison sont doublées, voire quadruplées. Avec cette loi, le fumeur de cannabis risque 1 année de prison.
La prison également pour ceux qui présentent l'herbe sous un jour favorable. En 1976, des personnalités lancent l'appel du 18 juin. Ils réclament plus de tolérance à l'égard du cannabis et dénoncent depuis, régulièrement, les méfaits de la prohibition. Cette loi, d'une certaine façon, c'est une loi de subvention aux mafias, aux dealers dans les quartiers. Donc il est absolument urgent de la remettre en cause. 40 ans plus tard, la loi est pourtant toujours en vigueur. À Paris, le petit musée du fumeur est bien obligé d'en tenir compte dans les salles qui exposent le monde du tabac et de toutes les fumées. On fait très attention à la présentation du cannabis. Donc là pour l'exemple on a des fleurs mais de chanvre industrielle puisque on est en France. Le cadre législatif étant aussi précis que strict, il n'est pas question de montrer autre chose que du chanvre industriel, textile, et qui ne contient pas de THC bien sûr. Tigran Adingue est l'un des fondateurs du musée du fumeur avec Mishka. Ils ont aussi lancé une maison d'édition qui milite pour le libre accès aux plantes. Toutes les plantes. Les épreuves du dernier livre de Mishka arrivent à l'instant de l'imprimerie. C'est le récit autobiographique d'une femme qui vit, aime et se soigne avec l'herbe depuis une quarantaine d'années. Moi personnellement, j'aimerais avec un petit peu plus de lumière encore. Plus de lumière sur le doigt? Sur la main, oui. Pour Mishka, la prohibition est un non-sens. Sur la planète entière, on vit dans un système de prohibition qui a été imposé par les États-Unis. Et c'est intéressant de réfléchir à cette idée de prohibition parce que c'est dans son concept même tout à fait américain. C'est-à-dire que ça repose sur une vision de la société particulière, qui est une société où il y a le bien avec un grand B et le mal. C'est pas la vision qu'on a traditionnellement dans nos pays, c'est pas celle qu'on a en France. En France, on considère pas on considère, disons plutôt que le vin peut être considéré comme le fleuron de notre civilisation, ou qui peut être au contraire, s'il est mal utilisé, être l'instrument qui clochardise des gens et qui les envoie dans la rue. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Et c'est ça qui est important comme idée, parce que la prohibition considère qu'il n'y a pas de bon usage du cannabis, qu'il ne peut pas y en avoir, comme de même que la prohibition du vin considérait qu'il ne pouvait pas y avoir de bon usage du vin. Et je pense que toute politique intelligente, ça va être une politique qui réfléchit à comment est-ce qu'on peut faire pour encourager les bons usages et décourager les mauvais usages, ce qui est le contraire comme approche de la prohibition. 2 siècles après l'ordonnance de Bonaparte, force est de constater que la prohibition n'a pas empêché le cannabis de se répandre à travers le monde. Mais si on allait plutôt voir alors ce qu'en pensent nos amis américains. Do you know that there's a plant strong enough to replace plastic, oil, and building materials? That the same plant has been cultivated for industrial purposes for over 12,000 years. Yet it's been classified as a Schedule I controlled substance drug by the U.S. government. Nope, not marijuana, hemp. Recently, Kentucky Agriculture Commissioner James Cormer has requested a legal review of the steps necessary for hemp regulation. The federal ban is lifted on growing the crop. That's right. Kentucky could soon be reviving an industry that only a century ago was considered to be the most important cash crop and vital to the strength of the U.S. economy. So let's backtrack a little bit and talk about what hemp actually is. Throughout human existence, hemp has been used as an important source of fuel, clothing, shelter, and even food for people all over the world. In this country, industrial hemp was widely cultivated since America's first settlers arrived in the early 1600s. In fact, even our founding fathers acknowledged hemp's enormous benefits. George Washington, John Adams, and Thomas Jefferson all grew hemp on their private farms. And Jefferson was even quoted once as saying hemp is one of the greatest important substances of our nation. The Declaration of Independence itself was even drafted on paper derived from hemp. So what happened?